la commune de Deuil-la-Barre, suivant ce qui avait été fait à Angers-les-Bains et Courbevoie notamment. Les donnants jusqu'au 11 mars pour déposer leur projet sur le site internet de la mairie. Cette annonce sera examinée par un jury composé de 5 élus et 5 habitants. Les porteurs des projets retenus effectueront ensuite une présentation publique. Ce sera le résultat lors des citoyens. Et les habitants auront ensuite jusqu'au 24 avril pour voter pour le ou les projets sélectionnés. Merci beaucoup Alexis Durochel. À tout à l'heure midi 15 pour un nouveau point sur l'actualité vanoisienne. C'est la fin de la matinale. Très bon week-end. N'oubliez pas, demain, les crêpes, c'est la chandeleur. On va se goinfrer avec du chocolat, de la confiture, encore du sucre. C'est génial. Moi, j'adore les crêpes. Je vais encore prendre 10 kilos de plus ce week-end. On peut les manger salés. Rendez-vous lundi pour la matinale. Qu'est-ce qui se passe, Florence? Oui, c'est à vous maintenant. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bah, on peut les manger salés, les crêpes. Hein. Oui, c'est vrai aussi, tout à fait. Mais ça s'appelle plutôt des galettes à ce moment-là. Mais ça fait rien, c'est bon quand même. C'est à vous pour le bar de l'économie et au menu notamment jusqu'à 10h30 la présence du maire d'Aubonne. Le maire d'Aubonne. Voilà, qui va nous parler de la ville. On va tout savoir sur la ville d'Aubonne. D'autres intervenants qui seront à vos côtés. Plus de précision maintenant sur la radio du bien-être. Bonne matinée. La matinale se poursuit jusqu'à 10h30 donc avec le bar de l'économie présenté par Florence. Ça, c'est l'indicatif. Bon, asseyez-vous. Hein. Je sais pas comment il s'appelle. Voilà. C'est bon, tout le monde est bon. Ok. Eh bien bonjour, rebonjour à tous et merci à tous les auditeurs qui nous suivent, que ce soit en FM, en web radio ou via Facebook. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Philippe à la technique et avec Pierre-Louis Marmillot pour 90 minutes d'information avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, vous allez voir, on va parler de beaucoup de sujets, notamment eh bien, de la ville d'Aubonne. On va parler de cosmétiques bio. Et puis, on a la chance d'avoir un talent des cités avec nous aujourd'hui, un jeune start-upper comme d'habitude. Et pour en parler de tout cela, eh bien, j'accueille Grégoire Dublineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Aubonne depuis 2014. C'est donc votre premier mandat en tant que maire, car auparavant, vous étiez conseiller municipal d'opposition depuis 2008. Oui. Et côté professionnel, vous êtes devenu le directeur général de la Fédération des producteurs d'oléagineux et de protéagineux. Alors avec vous, on va surtout parler de la ville d'Aubonne, bien sûr, du nombre d'habitants, de son budget, des projets structurants, voilà, de ce que vous avez fait depuis 4 ans maintenant que vous êtes en fonction. On va parler du grand débat national, si vous voulez bien, du Parlement européen des jeunes, et puis on annoncera l'agenda culturel de la ville en fin de notre entretien. À vos côtés, Anna Grandjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial et marketing de Santifolia, des produits cosmétiques biologiques et des huiles essentielles. Et je sais aussi que vous faites des crèmes hydratantes, des huiles sèches, des masques pour le visage et vous traitez tout. Donc en fait, le corps, les cheveux, parce qu'il y a aussi des savons, j'ai vu. Mais également, vous donnez des recettes pour faire ses propres produits, donc on en parlera peut-être. Et on aimerait aussi que vous nous parliez de votre entreprise, car l'outil de production est incroyable. Tout est énergie, auto-énergie finalement. Vous allez nous expliquer comment. Je sais aussi que vous produisez carrément sur votre domaine, vous produisez quelques produits que vous utilisez dans vos fabrications. On en parlera aussi. Et puis j'aimerais votre commentaire sur la montée en puissance des applications qui scannent les produits que l'on peut acheter, que ce soit les produits cosmétiques ou d'autres d'ailleurs, parce que ça scanne aussi les produits alimentaires. Voilà, donc pas mal de choses à voir ensemble. Et puis enfin, à nos côtés, eh bien, l'un des gagnants du talent des cités. Les talents des cités valorisent les entrepreneurs des quartiers et favorisent la cohésion sociale en récompensant environ entre 20 à 40 créateurs d'entreprises par an. Cette année, enfin hier soir exactement, il y a eu 8 talents qui ont été récompensés, ce sont des talents régionaux, et puis il y a eu 6 nationaux, et on a la chance d'avoir avec nous Victor Pelou, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'un des talents à la fois régional et national, et vous êtes en fait architecte DEA, vous travaillez sur des logiciels bien sûr, comme AutoCAD, Rhinoceros, SketchUp,
vrai, Photoshop, Illustrator, etc. Vous avez fait d'ailleurs un tour de France d'architecture et de l'artisanat, et du coup, ça vous a donné l'idée de créer la planche. C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu, vous nous en parlerez tout à l'heure, et vous l'avez créé à Bordeaux. Merci en tout cas à vous trois d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, côté info, eh bien, c'est tout de suite l'info. On va commencer avec le Paris Image Digital Summit qui se tient au Centre des Arts à Enghien. Il y a eu donc les remises de Digital Genie Awards et ont été évidemment consacrés tout d'abord John Knoll. C'est l'une des personnalités majeures de l'industrie des effets visuels de ces 20 dernières années. Il a collaboré avec George Lucas, bien sûr. On le connaît pour ses effets visuels sur Abyss. C'était ses premières armes. Et puis, il a également travaillé avec Ron Howard, Steven Spielberg, Brian De Palma, James Cameron. Il est à l'origine de l'histoire de Rogue One. Vous savez, c'est l'histoire de Star Wars, en fait. Voilà, ils ont aussi récompensé en génie d'honneur Ève Ramboz, la première femme, je note, à être récompensée. Elle a été récompensée, évidemment, pour son travail toujours sur les effets spéciaux. Elle aussi, ça fait 30 ans qu'elle travaille avec des cinéastes du monde entier. Notamment, je vais citer quelques noms, Peter Greenaway, Steve Barron, Roland Joffré, Walter Sall, Olivier Assayas, Dominique Isserman. Voilà, elle a été récompensée donc avant-hier soir. Sinon, les autres équipes récompensées par les Digital Création du Génie Award, qui honorent donc les talents de la création numérique française. Donc on honore en fait ceux qui travaillent derrière les machines. On appelle ça des superviseurs. Alors dans les effets visuels long métrage, on a récompensé 3 sociétés, les équipes de Autre Chose, les équipes de CGEV et puis les équipes de Buff. Les films récompensés, eh bien, c'est pour Tout le monde debout, pour L'Empereur de Paris et pour Un peuple et son roi. En fiction TV, ont été récompensées les équipes de Buff, Autre Chose et MacGuff, et dans l'ordre, pour des séries TV comme Lost in Space, Les Bracelets Rouges ou The Show. En publicité, on a récompensé les équipes de Unity Image, Micros, et puis 2 fois d'ailleurs, Micros a été récompensé, notamment pour Unity Image pour Beyond ou Good and Evil, et puis les équipes de Micros pour Canal+, et pour un jeu, le jeu Assassin's Creed d'Ubisoft. On a aussi récompensé les équipes qui travaillent sur les meilleurs environnements, c'est-à-dire les décors que l'on peut faire et que l'on reconstitue dans des films. Là, ont été récompensées les équipes de la société Buff, de Cube Creative. Alors pour Buff, c'est pour le clip vidéo d'Ariana Grande, et pour Cube Creative, c'est pour 1 mètre par heure. Et enfin, ont été récompensés pour les meilleurs personnages, eh bien, les équipes de Unit, de Micros et de Cube Creative. Pour Unit, c'est sur God of War, pour Micros sur les marmottes de France 3, et puis Cube Creative pour le film 1 mètre par heure. Voilà, et meilleure innovation ensuite pour les motion capture, ça c'est Mocap Lab qui a gagné la précision jusqu'au bout des doigts, Golem également, et puis Mecha Engineering pour Guerilla 2, et Textuel enfin pour Curtis. Voilà, ensuite ont été récompensés bien sûr quelques étudiants. Alors je vais citer quelques écoles. Eh bien, 4 écoles ont été récompensées. L'école des nouvelles images, Les Gobelins, Issart Digital et Artefix. Voilà pour l'information du Paris Image Digital Summit qui se tient à Enghien-les-Bains en ce moment et jusqu'à dimanche au Centre des Arts, rue de la Libération. Pierre-Louis Marmillot, alors, au deuxième info du jour, on va continuer dans les jeux vidéo, c'est Hasbro qui est hors jeu pour la franchise Yokai Watch. La célèbre société de jouets a annoncé avoir stoppé depuis juillet 2018 la production de ses jouets estampillés Yokai Watch. C'est une licence multimédia regroupant des jeux vidéo, un dessin animé, des films, une bande dessinée ainsi que des jouets. Si la franchise était un succès retentissant à ses débuts au Japon, plus d'1 million de ventes pour le premier jeu, un dessin animé figurant parmi les programmes les plus visionnés du pays, 1 million de places vendues pour le premier film et des boutiques spécialisées ouvertes un peu partout dans le pays, le succès n'était pas nécessairement le même dès son introduction en Occident, notamment avec ses médailles à collectionner, médailles représentant les personnages de la série, que les amateurs jugeaient de faible qualité comparées aux versions japonaises. Rien ne s'est amélioré sur la suite, avec notamment la version 2, qui engendrait moins de 500 000 ventes en Occident contre 2 millions au Japon. Hasbro a donc décidé de stopper ses productions, laissant aux amateurs le choix de passer par le marché japonais, où les produits sont fabriqués par l'entreprise Bandai. Autre info, vers une retraite à 70 ans pour les Japonais, point d'interrogation. C'est en tout cas ce qu'envisage le Premier ministre Shinzo Abe dans son projet intitulé « Vers une ère où l'on vit 100 ans ».
projet visant à pallier à différents problèmes que le Japon rencontre depuis quelques années, notamment la pénurie de main-d'œuvre, la population japonaise étant vieillissante, et les énormes coûts qu'engendre la sécurité sociale. Une des principales mesures que ce projet, qui devrait finaliser cet été, serait donc de repousser à 70 ans l'âge de la perception de la retraite, contre les 65 actuels, et d'autoriser la cotisation jusqu'à 65 ans. Une mesure qui peine cependant à convaincre les entreprises qui jugent l'opération trop complexe en plus d'être coûteuse. Alors on va demander à nos invités du jour ce qu'ils en pensent. Peut-être Grégoire Dublineau. Oui, Est-ce que la retraite à 70 ans, ça vous parle? Alors, je crois que c'est un vrai sujet. Et peut-être avant de parler d'un âge, peut-être avant de parler d'un chiffre, comme ça a été dit, là, le problème de la retraite tel qu'il a été présenté est un problème qui a été présenté sous un angle de coût ou bien de quelque chose qui pose problème. Je crois qu'il faut déjà se poser la question de fond, qui est de savoir quel type de retraite l'on souhaite. Est-ce qu'on veut une retraite universelle, c'est-à-dire pour tout le monde, ou est-ce qu'on veut que chacun puisse se la faire? C'est donc aussi un modèle de société qui est derrière. À titre personnel, moi, je suis favorable à ce que des mécanismes de solidarité persistent et demeurent dans notre pays, a fortiori aujourd'hui. Partant de ce principe-là, il est important que l'on puisse avoir une retraite qui soit accessible à tout le monde. Ça veut dire quoi, si on part sur ce sujet? Ça veut dire que dès lors qu'on est sur une retraite par répartition, il importe automatiquement aussi qu'on l'ancre dans le réel. Le réel, c'est une espérance de vie qui augmente. Le réel, ce sont des études aussi qui sont un petit peu plus longues. C'est donc tout cela qui doit être pris en considération. C'est aussi, à côté de cela, des métiers qui peuvent être aussi plus pénibles les uns que les autres. Que ce soit des métiers à l'extérieur, que ce soit des métiers en contact avec des situations un petit peu compliquées. Donc, parler d'une retraite, parler du régime des retraites, effectivement, il faut repenser nos régimes de retraite parce qu'aujourd'hui, on va dans le mur, mais il faut se poser la première question de savoir si on veut, oui ou non, garder un mécanisme de solidarité entre nous. Et si on décide de le garder, dans ces cas-là, il faut tout mettre sur la table, sans tabou ni a priori, alors en tenant compte aussi de la réalité. Si on nie la réalité, si on reste sur des fondamentaux, on va dire, aujourd'hui dépassés, Alors, on va dans le mur. qu'est-ce que, on va être un peu plus précis, qu'est-ce que vous appelez nier la réalité? La réalité, c'est une espérance de vie qui aujourd'hui augmente. On en parle au Japon. Le Japon est juste devant la France en termes d'espérance de vie. Il faut savoir grosso modo qu'en France, on gagne une année d'espérance de vie tous les 4 ans. C'est-à-dire que chaque trimestre qui passe, on gagne une espérance de vie. Donc c'est cela qu'il faut avoir en considération. On ne peut pas continuer à avoir un système de retraite qui est basé sur des principes qui datent d'un autre temps, d'une autre époque, qui étaient valables il y a longtemps, mais qui ne sont plus adaptés aujourd'hui. Donc moi je dis très clairement, article 1, oui, je suis favorable à ce qu'il y ait une retraite par répartition, qui demeure, parce que sinon dans le monde où chacun fait sa propre retraite, on met à mal tous nos principes de solidarité. Donc oui, effectivement, une cohésion nationale impose d'avoir un système de retraite par répartition, mais une fois qu'on a dit ça, il faut avoir le courage de dire aussi, eh bien, on fait des études plus longtemps, eh bien, l'espérance de vie augmente, eh bien, on ne peut pas non plus garder des acquis qui datent d'il y a longtemps, qui ne sont plus adaptés aujourd'hui à la vie actuelle parce que des métiers ont évolué, parce que, etc. Donc oui, il faut les revoir, et partant de ce principe-là, s'il y a besoin donc d'augmenter l'âge de la retraite, disons les choses aussi très clairement, on a un âge de la retraite, un âge de départ légal en retraite qui est peu accessible. Donc on le sait bien, nous on le voit dans les communes aussi, aujourd'hui quand des agents veulent partir en retraite et qu'ils font leurs calculs, ils se disent qu'ils ont intérêt à continuer à travailler. Donc soyons clairs, posons les débats de façon franche et sincère, plutôt que d'essayer de tournicoter autour du pot en se maintenant dans des postures qui ne servent strictement à rien par rapport au débat. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que la plupart se rendent compte qu'ils n'atteignent pas leur trimestre et qu'ils n'ont pas leur retraite à taux plein. Et comme vous avez dit tout à l'heure, on fait des études plus longues, donc on a moins de chances d'avoir nos 40 trimestres, enfin je ne sais plus exactement combien, mais 40 trimestres à peu près, pour partir en retraite. Donc vous êtes pour un âge finalement au choix, c'est ça que vous voulez dire? On pourrait choisir soi-même son âge de départ en retraite? Moi je suis favorable à ce que l'on puisse, d'abord conserver un mécanisme de répartition pour tout le monde. Ça veut donc dire qu'il faut que chacun puisse cotiser. Ensuite, que l'on puisse se dire, voilà, si on doit déplacer l'âge de la retraite, oui, il faut le faire pour que tout le monde puisse partir avec un minimum qui soit à peu près décent. Aujourd'hui, on a des systèmes de retraite dans un certain nombre de professions difficiles qui ne sont pas décents. Oui, ben on voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes qu'ils sont dans la rue, voilà. Ces gens-là. Donc il faut aussi prendre ça. Soit on dit, on fait chacun se débrouille, mais dans ces cas-là, on l'assume en choix pour le pays, mais ce n'est pas du tout le modèle que l'on préconise. Ce n'est pas du tout le modèle auquel moi je crois. Moi, je suis attaché à la cohésion.
cohésion économique, sociale, territoriale. Moi, je suis attaché au mécanisme de solidarité. Donc, étant attaché à des mécanismes de solidarité, il faut derrière, effectivement, se poser la question de leur... Donc, on a beaucoup de questions à se poser, comme vous disiez, Grégoire Dublineau, et notamment accepter que les gens de plus de 55 ans retrouvent un poste de travail, parce qu'on voit aussi que ces gens-là ont du mal à se repositionner dans notre société. Donc, beaucoup de débats à venir dans les mois qui viennent au niveau de la société. Merci beaucoup, Grégoire Dublineau. On va te poser la même question à Anna, qui est une jeune femme. Donc, Anna, vous, qu'est-ce que ça vous dit, la retraite à 70 ans? Est-ce que vous le voyez? Comment vous l'envisagez, la retraite, puisque vous êtes au cœur vous êtes salarié, donc, et vous venez de démarrer, ça ne fait pas longtemps, j'imagine, que vous travaillez. Alors oui, effectivement, il n'y a pas très longtemps que je travaille. Alors c'est vrai que la retraite, pour moi, c'est un petit peu loin. J'ai du mal à me projeter. Quand j'entends retraite à 70 ans, ça me paraît un petit peu tardif. Je pense qu'il faut prendre en considération aussi la pénibilité du travail. Voilà, ça dépend aussi de l'état de santé de la personne. Je pense qu'il faudrait un système qui soit assez souple, qui laisse la possibilité aux personnes, si elles le souhaitent, de pouvoir continuer à travailler si elles sont suffisamment en forme. Donc finalement, quand il y a des sociétés qui mettent des gardes où on dit maintenant vous avez atteint tel âge, il faut sortir de nos équipes, vous seriez pour qu'on reste, en fait, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, si on est en bonne santé, bien sûr. En bonne santé, Merci Anna. On va poser la même question à Victor, qui est un start-upper, donc qui lui a entre 20 et 25 ans. Est-ce que la retraite, ça vous parle ou pas du tout? Oui, après ça me parle, mais je rejoins ce qui a été dit précédemment. C'est vrai que pour moi, donner un âge comme ça, 70 ans, pour moi, c'est vrai que je ne sais pas si c'est une moyenne, parce qu'en effet, ça va vraiment dépendre pour moi de quel métier du métier qu'on va faire dans la vie. Nous, par exemple, on travaille à la fois avec des professions comme des architectes, des ingénieurs. Il y a par exemple un architecte brésilien qui a travaillé jusqu'à 104 ans, Oscar Niemeyer, mais par contre, quand on fait, on travaille aussi avec des charpentiers, des menuisiers, quand on commence à 16 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis quand c'est un travail comme la charpente qui se fait en extérieur avec une pénibilité de travail oui, des poids lourds à porter, ce genre de choses. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que voilà, on travaille avec différentes professions dans le projet que je mène et on voit bien qu'il n'y a pas du tout la même notion du temps et de la pénibilité du travail. Merci pour vos commentaires à tous les trois. On va passer à une autre information du jour. C'est Huawei pris en flagrant délit d'espionnage. L'entreprise chinoise est en effet accusée par la justice américaine d'avoir dérobé un robot appartenant à la société T-Mobile, opérateur européen mais possédant un siège aux États-Unis. Le robot en question, il se nomme Tapi, sert aux effets téléphoniques. Huawei, voyant son utilité, avait tenté en 2012 de le racheter, rachat qui avait été refusé par T-Mobile. Plutôt que lâcher l'affaire, Huawei voulait donc le voler, comme l'a mis en lumière la justice américaine à travers des échanges de mails envoyés entre 2012 et 2013, où des espions placés chez T-Mobile faisaient part des informations récupérées et discutaient des mesures à prendre pour le récupérer. Des preuves donc accablantes et quelque peu ridicules pour l'entreprise chinoise. En plus de ce vol, la justice américaine a mis Huawei en examen pour 12 autres chefs d'inculpation, notamment pour fraude. Dernière information du jour, les patrons des grandes entreprises françaises seront obligés d'avoir une domiciliation fiscale en France, a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il expliquait sur France Inter vouloir renforcer les règles de domiciliation fiscale des grandes entreprises basées en France par la loi. Il souhaite qu'une domiciliation fiscale en France soit obligatoire quand vous êtes le dirigeant d'une grande entreprise française dont le siège social est en France. Pour ceux qui ne respecteront pas la loi, nous prendrons aussi des mesures pour que la domiciliation fiscale n'est pas respectée de la part de ce chef d'entreprise. Les sanctions soient exemplaires, a précisé le ministre. Selon Bruno Le Maire, sont concernées toutes les grandes entreprises du CAC 40. Ce sont les plus grandes entreprises. Ensuite, il y a 120 plus grandes entreprises françaises et il y a celles dans lesquelles l'État a une participation. Voilà ce qui sera le cœur de cible de ce choix législatif. Merci beaucoup Pierre-Louis Marmillot. Pour les infos du jour, nous allons tout de suite faire une jolie pause musicale. Je vous rappelle que cette semaine, nos pauses musicales sont en l'honneur de Michel Legrand. Et là, je vous propose un extrait de Peau d'âne. Peau d'âne qui se joue toujours au théâtre. Alors, on a maintenant 4000 followers sur Facebook.
Donc il y a pas mal de gens qui regardent l'émission après les heures. Est-ce que mon PC peut-être qui est ici? Est-ce qu'il y a quoi? Mon PC, un ordinateur. Bah nous, moi j'ai rien, j'ai pas de poche, donc déjà c'est pas sur moi. La semaine prochaine, Jacqueline vient mardi, c'est ça? Oui. Et vous, c'est les autres jours de la semaine? Je sais plus si c'est elle ou moi vendredi prochain. Mais mardi, C'est c'est elle. elle. Elle fait mardi, vendredi la semaine prochaine. D'accord. Pourquoi? Juste pour savoir. Pour le planning. Non, c'est bon. Et pour On est là tous les jours. le PIDS, du coup, On va y j'ai aller, pas là, eu tout d'autres à l'heure. retours, ils viennent à midi. Hein. Ah, c'est bien. Non, parce que je pense que ça fait trop tôt pour des gens qui travaillent dans les effets spéciaux. Ça fait trop tôt de venir à 8h ou à 9h. Ça va? Très bien. Tout se passe bien. Vous êtes sûr? Vous allez parler un petit peu? Non. Pourquoi? J'écoute toujours. Donc les invités sont là, c'est ça? Oui. Et les accompagnants sont Ils là. sont là. Donc il y a les mamans, les tatas, les oncles. En fait, on a l'équipe de groupies. On a les groupies d'un côté. Bon, allez, on vous laisse. Amusez-vous bien, ce n'est que de la radio, rassurez-vous, madame. Allez. Je suis complètement rassurée. Contente. Tu veux y retourner? Ça fait combien de temps là? À peu Il près. reste 40 secondes. Bon, on y va. On y va. Voilà, c'était un extrait de Peau d'âne, hein, musique créée par Michel Legrand. Et Peau d'âne se joue toujours au théâtre à Paris, si ça vous intéresse, parce que c'est une jolie pièce. Alors, nos invités du jour sont Grégoire Dublineau, maire d'Aubonne, Anna Grandjean, directrice marketing de Santifolia, et puis Victor Dupelou pour son projet La Planche, dont on va parler dans quelques minutes. Tout d'abord, on va passer la parole à Grégoire Dublineau. Alors, vous êtes maire d'Aubonne, une ville, c'est votre premier mandat, ça fait 4 ans de mandat, une ville de 25 000 habitants. Donc on va la situer, région parisienne, à côté d'Enghien-les-Bains, bordée par Soisy-sous-Montmorency, et puis aussi par Saint-Prix. Donc c'était très étendu, Aubonne, facile d'accès. Comment vous avez pris ce premier mandat au début? Comment, quand on arrive pour la première fois à un poste de maire, est-ce que c'est difficile? Alors c'est vrai que quand on s'engage en politique, déjà on le fait par conviction. C'est quelque chose qui est, pour l'ensemble de l'équipe, extrêmement fort. C'est l'un des aspects fédérateurs chez nous. On le fait vraiment par conviction, par envie de faire quelque chose. Dit autrement, un mandat, ça se prépare. Nous nous y sommes préparés puisque nous sommes engagés avec une partie de l'équipe depuis 2001, à travers donc les premières élections qui avaient lieu en 2001, puis nous nous sommes présentés en 2008, c'est là où nous sommes rentrés dans l'opposition. Donc on a pu, au cours de toutes ces années, réfléchir et construire un projet, mais surtout aussi fortement réfléchir sur un sens de l'engagement. Et quand on dit un sens de l'engagement, ça veut dire que pour nous, être en politique, s'engager en politique, ce n'est pas un métier. C'est d'ailleurs pour cela que l'on est très clair sur le sujet. On ne doit pas vivre donc de ces indemnités. Ce sont des indemnités qui viennent compenser une diminution d'un temps de travail. Mais on s'engage en politique parce qu'on a envie de le faire. Et cette envie de le faire, c'est de porter un projet. Donc ça veut dire que pour vous, tout homme politique devrait travailler dans la vie civile et non pas ne vivre. C'est bien ça qu'on a entendu. Moi, ce que je dis par C'est rapport votre à mon conception. engagement, c'est que l'engagement en politique, c'est un engagement que l'on choisit. Et on choisit de le faire comme on peut s'engager dans une association, comme on peut s'engager, etc. C'est donc d'abord et avant tout un engagement. Et dès lors que l'on en fait, entre guillemets, un métier, on peut comprendre qu'il y ait un certain nombre de soucis. Voilà aussi pourquoi j'ai tenu à garder mon activité professionnelle. Donc c'est important déjà de le souligner. Deuxième type de sujet, quand on s'engage pour un projet. Et ce projet-là, on doit le porter, on doit le mûrir, on doit le construire. Et c'est ce que l'on a fait avec l'équipe depuis toutes ces années. Ça veut dire bien entendu connaître sa ville. Et pour être très précis, pour l'anecdote, lorsque nous avons été élus, on a demandé à ce que chacun puisse connaître le nom des rues de la ville, puisque quand on est interpellé par tel ou tel sur un problème de rue, qu'on ne sait pas où la situer, eh bien ça nous pose aussi, ça peut poser certaines difficultés. Donc premier examen, si je puis dire, Examen, par les élus, c'était de connaître le nom des rues et là où elles se situaient. Donc c'est cet engagement, si vous voulez, fort sur la base d'un projet que l'on a mûri, que l'on a développé, vis-à-vis duquel aussi on a pu échanger avec donc, des habitants, parce que quand bien même, quand nous étions dans l'opposition, il y a toute une activité à faire.
s'opposer, être dans l'opposition, ce n'est pas s'opposer pour s'opposer, c'est aussi proposer quelque chose. On doit être constamment force de proposition, montrer qu'il y a des choses qui peuvent se faire, qu'il y a d'autres voies qui peuvent être explorées, etc. L'opposition systématique ne servant pour nous pas à grand-chose. Donc quand nous sommes arrivés en 2014 donc à la mairie, nous avions déjà beaucoup travaillé sur ce projet, beaucoup mûri nos idées et déjà développé un certain nombre de propositions. Maintenant, c'est vrai que passer, entre guillemets, de l'autre côté de la barrière, eh bien, amène aussi à se rendre compte que eh bien, il y a toute une série de points qu'il nous faut surmonter. Alors, c'est très bien quand il y a des difficultés, parce que ça nous oblige aussi à nous remettre en question, et chaque problème est par définition source de progrès. Donc, c'est aussi intéressant. Deuxième type de sujet aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un mandat tel qu'on le prévoit ne se déroule jamais tel qu'on l'a prévu. Pourquoi? Parce que si l'on regarde depuis 2014, il y a quand même un certain nombre d'événements qui ont fortement influencé sur la vie des collectivités. Je pense notamment à ce qui se passe par rapport à la baisse des dotations budgétaires, mais aussi par rapport, malheureusement, au climat lié aux attentats que l'on a eus et qui ont aussi amené à un changement fort. Alors, quel changement, concrètement, qu'est-ce que ça vous a, en quoi ça vous a empêché? Comment vous le voyez? Ça n'a pas été empêché, mais c'est vrai que la question liée à la sécurité et à la sécurisation d'un certain nombre de manifestations, par exemple, s'est posée très concrètement suite à différents attentats. La question posée au maire a été de savoir s'il voulait ou non, pour faire simple, assumer les responsabilités inhérentes à des rassemblements publics. Donc, moi, très clairement, sur Open, nous avons dit oui, parce que nous croyons dans la cohésion et nous croyons que la cohésion passe aussi par le fait d'avoir toute une série d'événements que nous avons lancés et que nous avons développés. Mais en prenant cela, il y a automatiquement, pour nous élus, la question aussi de la responsabilité, donc de la sécurisation de l'ensemble de ces événements. Nous avons tenu à le faire parce que nous estimons que nous n'avions pas à baisser les bras face à ce climat d'insécurité, que pour y remédier, eh bien, il fallait aussi montrer que la République était plus forte et donc pouvait jouer sur les valeurs de cohésion et donc à travers ça sur les capacités que l'on avait à se rassembler. Mais voilà, l'action donnée ou le sens donné aussi à notre engagement, de par ces événements, a été aussi, changé dans sa finalité, dans sa quête de sens. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire aussi une réorientation budgétaire. Il y a des choses que vous avez dû modifier, j'imagine. Alors sur la problématique budgétaire, oui, il y a eu donc des choix de budget qui ont été faits, mais comme vous le dites, dès lors qu'il y a baisse donc des dotations, il nous faut aussi savoir comment est-ce que l'on peut retravailler ces budgets. Et pour nous, une collectivité, c'est aussi un petit peu comme une entreprise. Il faut travailler on a vu sur du bien vivre ensemble, c'est la capacité que l'on a à se rassembler, à se fédérer, à créer un esprit collectif, mais aussi sur une attractivité. L'attractivité, c'est la capacité que l'on a de pouvoir aller chercher des nouveaux partenaires, de nouvelles ressources. Et ça, c'est important. Ça peut passer par du sponsoring, ça peut passer par du mécénat, ça peut passer par des partenariats. Voilà, il y a aussi, à travers tout cela, peut-être une autre appréhension du rôle de la collectivité qui est un élément fédérateur permettant de mettre en synergie l'ensemble des acteurs pour développer des projets communs. Et peut-être sommes-nous davantage dans des logiques de projet plus que dans des logiques de structure. Voilà, donc des projets, on va dire, participation publique-privée, en fait, si on comprend bien. On peut, alors bien évidemment, lorsqu'on veut faire des manifestations, il est important aussi de pouvoir solliciter des partenaires qui viennent nous apporter, à travers du sponsoring, aussi une impulsion et des moyens pour le faire. Chacun s'y retrouve. Eux gagnent en lisibilité dès lors que l'action est importante. La ville y gagne de par l'attractivité qu'elle peut générer. Les habitants s'y retrouvent aussi, puisqu'il y a toute une série d'endroits où ils peuvent être ensemble. Cette capacité à mettre en synergie, cette capacité, entre guillemets, à créer de la valeur, elle est aujourd'hui indispensable et elle doit nous amener, nous, au sein des collectivités, à bien prendre en compte, que l'argent, il est de plus en plus rare et donc il faut le gérer au mieux, que cet argent public, quelle que soit l'origine, qui vienne de l'État, qui vienne de la région, qui vienne du département, qui vienne de la commune, il vient d'abord et avant tout de la poche du contribuable. Donc cet argent, il faut le respecter, il a un effet d'impulsion, automatiquement, on est là pour impulser des projets, ces projets qui doivent derrière générer une création, entre guillemets, d'économie de richesse. Cette richesse, elle peut être matérielle ou immatérielle. Le fait pour une commune d'avoir
une dynamique d'avoir des habitants qui se sentent bien, qui ont plaisir à partager et à échanger, c'est de la création de la richesse immatérielle, mais c'est de la cohésion. Bien sûr. Et alors, vous parliez justement de votre souci de la baisse des dotations. Dans quelle mesure, quel est d'abord le budget de la ville et dans quelle mesure, quelle proportion il y a eu une baisse pour la ville d'Aubonne? Si on prend donc le budget d'Aubonne, pour faire simple, c'est à peu près 30 millions d'euros. Cette baisse des dotations, grosso modo sur les 5 dernières années, elle était à peu près donc, de l'ordre de 2 millions d'euros. Pour faire simple, et là aussi très schématique, si un point d'impôt c'est 150 000 euros, 2 millions d'euros en moins, c'est à peu près une vingtaine de points d'impôt en moins. Voilà. Donc, alors pour vous, la suppression de la taxe d'habitation, ça va encore enlever un peu de budget, beaucoup, un peu ça ou... va enlever beaucoup de budget aussi, donc une capacité donc des villes à pouvoir investir tel qu'il l'avait prévu. Et c'est là où nous avons un vrai souci, c'est qu'effectivement, du côté donc, du particulier, la baisse de la taxe d'habitation et la suppression pour 100% donc, des habitants est une bonne chose. À côté de cela, pour les collectivités, eh bien, cela se traduit par une perte de recettes. Or, il faut savoir que la collectivité locale, c'est le premier échelon de la République. C'est-à-dire que plus il y a de transfert de compétences ou plus il y a de renoncement à l'exercice de compétences par d'autres, plus les collectivités sont sollicitées, puisque nous sommes l'amortisseur. Les premiers maillons, Voilà. c'est sûr. Et donc, il nous appartient, par rapport à cela, de pouvoir trouver à chaque fois des solutions, donc d'être imaginatif dans la recherche de solutions. Est-ce que vous estimez que vous n'êtes pas assez entendu, vous aussi? Vous faites partie de ceux qui disent on n'est pas entendu? Alors, oui, je fais partie des maires qui disent que nous n'avons pas été suffisamment entendus. Je fais partie des maires qui estimons que, eh bien, voilà, on a peut-être, les pouvoirs publics peut-être ont-ils cru pour des questions donc, de philosophie ou de mentalité par rapport à l'ancien monde, au nouveau monde, que tout ce qui était corps intermédiaire, qu'il soit associatif, qu'il soit politique, etc., pouvait être des freins. En réalité, il y a une chose dont je suis certain aujourd'hui, c'est que le rôle des collectivités, le rôle des maires est absolument indispensable. Nous sommes les premiers interlocuteurs des personnes, quelle que soit leur situation. Dès lors qu'il y a une difficulté ou dès lors qu'il y a des moments aussi plus sympathiques, on se tourne vers l'élu. Et l'élu de proximité, c'est le maire. Dit autrement, mettons simplement 10 secondes sur la table de raisonnement suivant, selon lequel il n'y a plus de maire en France. Eh bien, vous avez ici, automatiquement, un système républicain qui automatiquement s'effondre, et un système de cohésion qui ne peut plus tenir, parce que les mairies, quelle que soit leur couleur, et ce n'est pas une question de couleur, c'est une question d'engagement, de volonté, nous sommes là pour être en première ligne face à des habitants qui sont souvent désemparés. Et c'est quand on est désemparé, on a besoin d'avoir quelqu'un vis-à-vis duquel se retourner. Si ce quelqu'un n'existe pas ou si ce quelqu'un lui-même est démoralisé, vous imaginez facilement l'état d'esprit qui peut régner. Donc pour moi, oui, les maires sont très importants, quelle que soit la taille des communes, la couleur, etc. Ils doivent être reconnus pleinement dans leur rôle. Alors justement, par rapport au millefeuille administratif, puisque les Français se plaignent qu'il y a trop de couches superposées, d'ailleurs on avait dit il y a quelques années qu'il fallait en supprimer, on a vu qu'on en a rajouté sans supprimer. Qu'est-ce qu'il faudrait supprimer pour vous? Alors, sur la suppression donc, d'un millefeuille, là aussi je ne voudrais pas rentrer dans quelque chose de trop basique, il faut supprimer, il ne faut pas supprimer. Je pense qu'il y a des compétences qui doivent s'exercer à des niveaux différents. Par exemple, sur notre intercommunalité, nous avons fait le choix, c'est un vrai choix politique, le choix donc de mutualiser la politique de sécurité, estimant qu'il était important, par exemple, d'avoir des réseaux de caméras sur l'ensemble de nos 15 communes. En faisant ça, et en faisant de la politique de sécurité la priorité, parce qu'on estime que c'est à ce niveau-là qu'elle est le plus intéressante à gérer, en tant que vice-président, je fais aussi le choix de dire qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on ne pourra pas intervenir. Donc par rapport à ces autres sujets sur lesquels on ne peut pas intervenir, il y a deux solutions. Solution de facilité de dire, par exemple sur de la voirie, etc. Solution de facilité de dire, c'est de la faute de l'Interco. Oui, mais je suis vice-président de l'Interco. Voilà, assumons mes responsabilités. L'autre solution est de dire, eh bien, allons jusqu'au bout. Si l'on sait que l'on fait un choix politique, que ce choix politique a un coût et qu'il nous empêchera de faire d'autres choses, plutôt que d'accuser à tort Pierre, Paul ou Jacques, au final soi-même, puisqu'on est membre partie prenante de ces collectivités, récupérons les compétences et on peut les assumer au niveau ville.
Mais je crois aussi qu'il faut savoir être très clair dans nos choix. On ne peut pas... Donc en fait, vous dites, il n'y a rien à supprimer, mais il faut se réorganiser, c'est un peu ça. Je dis qu'il y a des niveaux de compétences qui doivent être revus de façon intelligente entre nous. Alors justement, Grégoire Dublineau, je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale et ensuite on parlait donc de l'importance bien sûr du maire qui est le premier maillon et donc de débattre avec ses citoyens et justement vous êtes pour le débat national puisque vous mettez en place 6 réunions, on en parle tout de suite après. Ça vous va ? C'est moi qui vous pose la question. Non, ça va très bien. Moi, je continue par rapport à ce que vous dites. Tant pis pour les sujets que j'avais prévus. S'il y en a que j'ai pas eu le temps, on abordera quand même les projets structurants après. On va parler du débat, du coup, et puis après, il y a un problème ? Il n'y a pas de problème. Bonjour. Hakim, cuisinier solidaire. Eh ben, venez, allez. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous pouvez enlever votre veste, il fait très chaud ici. Ah oui, c'est bon. Ouais. Vous allez prendre le micro là-bas. Bon, du coup, moi, je prenais mon temps. On va accélérer alors. Tiens, c'est un tabouret en plus, là, si vous voulez. Je vais m'asseoir. Je le dis. Faut vous asseoir là. Vous pouvez vous asseoir là. Nous, on ne s'assoit pas, nous. Debout. On va retourner. On y va. C'était de nouveau un hommage à Michel Legrand et je suis toujours aujourd'hui au bar de l'économie en compagnie de Grégoire Dublineau, maire d'Aubonne, d'Anna Grandjean, responsable commercial et marketing de Santifolia, de Victor Dupelou qui pour son projet La Planche et de Hakim Koutchef pour son projet Les Cuisiniers Solidaires. Et tout de suite nous continuons notre débat avec Grégoire Dublineau. Donc nous parlions de laisser la parole aux citoyens et justement vous organisez 6 réunions en vue du grand débat national pour savoir ce que les habitants d'Aubonne souhaitent. Donc il y a lundi 4 février, mardi 5, jeudi 7, samedi 9 février, mardi 12 et 18 février, c'est bien ça? Et puis, donc, pourquoi avoir mis autant de rendez-vous? Parce qu'en plus, vous avez 2 rendez-vous avec les citoyens de 10h à 12h sur des stands mobiles. Ça, c'est le 23 février et le 3 mars. Puisque je suppose, enfin, vous avez mis en place le cahier de doléances, bien sûr. Je suppose que vous faisiez déjà des réunions de quartier. Oui, bien sûr, nous faisons très régulièrement tous les ans donc, des réunions de présentation des réalisations faites par la mairie, des projets. Nous faisons énormément de réunions publiques, grosso modo par an, sur des réunions publiques, c'est-à-dire voilà, avec plus d'une 50aine de personnes dans la salle. Nous en faisons entre 50 et 60 par an. Donc si vous voyez, ça fait un petit plus d'une par semaine, dès lors vous retirez les projets, etc. Et à côté de cela, nous multiplions les réunions bilatérales. Moi, je suis très favorable à ce que l'on puisse travailler en concertation et surtout en expliquant. Le rôle du politique, c'est effectivement de pouvoir écouter, c'est de pouvoir décider, c'est de pouvoir expliquer. Et sinon, voilà, sinon c'est pas moi. Donc voilà, je suis dans la concertation. Alors sur le grand débat, là que l'on soit très clair, tant que nous ne voyons pas très bien de quoi il va retourner, je n'ai pas voulu qu'on mette de cahier de doléances. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de finalité à une action, ça ne sert strictement à rien, mis à part à dire on a fait ou pas. À partir du moment où les choses ont été clairement présentées, à savoir un grand débat, à savoir derrière un engagement du président de la République de tenir compte de ce grand débat pour faire un certain nombre d'évolutions. Sur 4 thèmes, hein. Alors, les 4 thèmes. Sur quatre thèmes, après, je suis parti sur l'idée qu'on ne pouvait pas dire d'un côté, je suis pour la cohésion, je suis pour retrouver le sens du dialogue, etc. Et de l'autre dire, je ne fais rien. Ça, c'est juste pas moi. Et à partir du moment où il y a un débouché, où il y a une main tendue, où il y a une porte ouverte, on la prend. Partant de ce principe-là, dès lors qu'on la prend, dès lors qu'on prend le sujet, on le fait complètement. Sinon, là encore, ça ne sert à rien, sauf à se faire plaisir. Mais nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir, on est là pour redonner confiance et retrouver le sens du dialogue. Dès lors, au niveau de la ville,
bien entendu en complémentarité avec ce qui se passe au niveau national, mais au niveau de la ville, nous avons axé notre action sur 4 axes. Premier axe, des réunions. Deuxième axe, les stands mobiles dont vous avez parlé. Troisième axe, au sein donc sur le site internet de la ville, la possibilité donc d'avoir aussi de faire part de ses souhaits. De ses souhaits. Et quatrième axe, les cahiers de doléances et de propositions. Il y en a 3 dans 3 espaces différents, de façon à ce que ce soit accessible. Bien entendu, et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Bien entendu, parce qu'on souhaite que le maximum de personnes puissent venir sur Aubonne, puissent venir s'exprimer. Et nos réunions publiques seront faites pour que les gens puissent s'exprimer. Ils viendront, ils pourront d'abord, dans un premier temps, travailler en petits groupes, faire part de leurs idées, de leurs propositions, et ensuite il y aura une réception. Le rôle des élus, je me suis porté garant de l'organisation de ce débat, qui n'est pas un débat de campagne électorale. Je mets bien ici un cloisonnement complet entre une campagne électorale qui viendra dans son temps et en heure, et un grand débat qui ne doit pas être pollué pour moi par la campagne électorale. Donc là, focus sur les 4 thèmes, c'est-à-dire la fiscalité et les dépenses publiques, bien sûr. Bien sûr. Donc, fiscalité, les services... L'organisation de l'État, voilà. C'est ça que vous voulez dire. La démocratie et la citoyenneté. Et puis, on va rappeler le 4e, la transition écologique. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui sont remontées sur les cahiers de doléances? Aujourd'hui, il y a effectivement quelques idées qui ont déjà été remontées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les a par le biais de ces cahiers de doléances, on les a aussi par le biais donc, de courriers ou par le biais donc, des questionnaires sur le site internet de la ville. On s'aperçoit notamment que la question liée à l'environnement, à l'écologie, mais aussi les questions liées au pouvoir d'achat sont des questions qui reviennent et qui sont des vrais sujets de préoccupation. Je crois que les habitants ont envie, à travers cela, d'exprimer aussi un certain nombre donc, de sujets, d'exprimer aussi leur manière de se concevoir et peut-être de façon plus fondamentale de se dire attendez, l'évolution aujourd'hui de la société ne nous fait pas une place, ne nous reconnaît pas pleinement. Nous sommes partie prenante de la société, nous avons besoin de retrouver notre position d'acteur. Et je crois qu'au fond, c'est cela qui ressort très fortement pour l'instant de ces premières remontées, c'est cette volonté de dire moi aussi j'existe. Et quand on dit cela, ça veut dire que peut-être on a été nié ou oublié pendant quelques moments, et peut-être qu'on a des questions de fond à se poser, parce que ce n'est pas parce que je suis monsieur X ou madame Y, un 60 millième de la société française, que je n'existe pas. Moi aussi j'ai des choses à dire. C'est important de pouvoir le dire. Si vous voulez bien, Grégoire Dublineau, j'aimerais bien vous retrouver quand vous aurez fini... quand vous aurez fait cette réunion de restitution pour qu'on parle justement de ce que souhaitent les habitants d'Aubonne. Donc je vous inviterai à nouveau pour que justement les auditeurs sachent les propositions de vos citoyens. Dernière question, j'aurais bien aimé que nous parlions des projets structurants. Donc quels sont les prochains projets pour la ville d'Aubonne? Alors, les projets structurants, il y en a effectivement un certain nombre, je vais tâcher de les répertorier très rapidement. Mais pourquoi des projets structurants? Parce que nos villes, elles évoluent. Et nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le monde bouge. Alors on peut regarder ça de très loin, mais ça a automatiquement un impact sur nos villes où il faut développer aussi leur attractivité. On a des choix, soit en tant que maire, nous n'agissons pas, mais je connais peu de maires qui n'ont pas envie d'agir parce que tous les maires aiment leur ville et sont fondamentalement attachés à la faire vivre. Donc dès lors qu'il faut la faire vivre, il faut pouvoir aussi lui donner et lui permettre d'aborder les défis à venir, dont celui de l'accroissement automatique de nos populations. Et donc il faut savoir accueillir ces nouvelles personnes qui viennent. Je dis bien toujours que les personnes qui viennent, quand elles viennent dans une ville, elles sont habitantes de cette ville. Donc il faut se préparer à pouvoir les accueillir parce que quand elles sont dedans, elles sont pleinement citoyennes de la ville. Alors par rapport aux projets structurants, pour faire très simple, on en a, on va dire, 4 grandes thématiques, notamment tout ce qui a trait aux espaces verts. Nous allons renforcer le développement donc, des espaces verts. Bien évidemment, sur les équipements, on va dire, publics, nous allons lancer une école provisoire, nous allons créer une école, nous allons créer donc des gymnases. Tout ça, ce sont des travaux qui sont en cours. Des travaux aussi donc, de voirie, d'amélioration de voirie. Pourquoi? Parce qu'il est aussi important de pouvoir mettre en avant le commerce de proximité qui souffre, et donc il faut aussi lui redonner une visibilité, en même temps revoir cette attractivité. Et puis le 4e donc, sujet, c'est tout ce qui a trait au service, avec notamment une maison de santé, une résidence pour les étudiants, aussi donc un bâtiment rénové donc, pour les associations. Donc voilà, des équipements structurants qui permettent derrière de pouvoir irriguer toute une série de développements de la ville. Tous ces équipements, tout cela doit permettre
de renforcer l'attractivité, donc derrière, de créer aussi une certaine richesse. Là encore, Oui, et puis des lieux d'échange et de sport. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire Dublino, pour tout ça. Donc, je signale quand même l'agenda culturel de votre ville. C'est donc, eh bien, vous allez accueillir le 3 février l'ouverture de la médiathèque Maurice Genevoix. Et puis, dont la première ouverture a eu lieu le 6 janvier. Il va y avoir une exposition sur le thème des maths, Fêtes et maths, ça s'appelle, le 16 et le 17 février. Et puis ensuite, en mars, vous allez avoir l'accueil de la 46e session du Parlement européen des jeunes. Eh bien, vous viendrez peut-être nous en parler au moment de la restitution, justement, du grand débat. Et tout de suite, on va passer la parole à Anne Grandjean, car Anne Grandjean, vous êtes responsable marketing de Centifolia, une entreprise avec un outil magnifique, incroyable, outil de production, qui a été fondée par la famille Guilbault, c'est comme ça qu'on dit. Famille Guilbault. Voilà, qui avait créé à l'époque la marque Body Nature et qui a racheté donc, qui a créé en tout cas la marque Centifolia, qui fait maintenant 28 millions de chiffre d'affaires et qui emploie 180 personnes. Alors je signale que vos produits sont sans chlore, sans soude, sans ammoniac, sans engrais chimiques, sans insecticides et sans herbicides. Et puis dans votre site qui a une surface de 15 000 m², expliquez-nous un petit peu comment il a été construit, ce site qui est en bois en fait, oui, en partie. En partie en bois. Donc c'est un site qui répond aux critères HSE, haute qualité environnementale, qui a été construit dans l'idée de respecter au maximum l'environnement. Donc on est situé dans le nord de Sèvres, en plein cœur du bocage. Les bâtiments ont été construits sur une zone vraiment très verte, très verte et boisée. Alors habituellement, quand on construit un bâtiment, on ne s'occupe pas trop des arbres alentours. Là, pour construire le bâtiment, la construction s'est faite de façon à limiter au maximum la coupe des arbres. Déjà, premier point au niveau du respect de l'environnement. Ensuite, on a utilisé des matériaux les plus écologiques possibles. Et les bâtiments ont été construits de façon à limiter les échanges de chaleur. Donc l'été, on limite le chauffage. Enfin, l'été, on limite la climatisation et l'hiver, on limite le chauffage. Oui, c'est ce qu'on appelle un bâtiment bioclimatique. Voilà, exactement, bioclimatique. On a des biobriques. On a aussi tout un bouquet d'énergie renouvelable. Donc pour la fabrication de nos produits, nous sommes autonomes à hauteur de 80%. Donc on utilise, le bâtiment possède une toiture végétalisée, on a une éolienne, on utilise aussi une chaudière à biomasse. Donc la chaudière est alimentée par du miscanthus. Le miscanthus, c'est une forme de roseau à fort pouvoir calorifique. Et ce miscanthus, on va jusqu'à le cultiver sur notre domaine. Voilà, vous faites pas mal de cultures, donc à la fois pour votre propre énergie et puis à la fois pour vos produits, bien sûr. Oui, effectivement. Alors, on a 92 hectares de production, de surface de production. Les cultures sont cultivées en agriculture biologique. Alors, les cultures, on n'utilise pas tout pour la marque Centifolia. On utilise une partie seulement des cultures, puisqu'il nous faut aussi sécuriser les approvisionnements. Donc, à titre d'exemple, on vient de lancer une gamme qui s'appelle Éclat de rose. Qui contient de la rose Centifolia. Donc vous cultivez ces roses sur votre domaine? Oui, effectivement. On a lancé une filière de culture de rose Centifolia. Alors cette rose, on utilise une partie. C'est les roses qui sentent le plus bon, je crois, enfin oui, qu'on utilise beaucoup en parfumerie. Ce sont des roses qu'on utilise beaucoup en parfumerie, qu'on trouve à Grasse notamment. Elles sont aussi cultivées au Maroc. Et donc là, nous, on a mis en place une culture dans les Deux-Sèvres. Et cette rose a la particularité aussi, donc elles sont effectivement très bon, elle a aussi la particularité d'agir sur l'éclat du teint. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'intégrer cette rose au sein de notre gamme. En plus la marque s'appelle Centifolia, donc c'est le nom de cette rose Centifolia. Donc c'est une gamme amenée à devenir notre gamme emblématique. Voilà, alors pourquoi est-ce que vous dites qu'il y a une partie des cultures que vous faites, que vous mettez en sécurité? C'est pour les réutiliser parce que vous avez peur des aléas climatiques? C'est pour les réutiliser plus tard ou vous les revendez? Alors on utilise toute la production que l'on fait.
Par contre, par exemple, sur la rose centifolia, donc il y a une partie des roses cultivées sur le domaine utilisées dans nos produits. On se réserve aussi la possibilité de pouvoir sourcer, par exemple, la grasse de façon à sécuriser nos approvisionnements. Alors vous avez également eu beaucoup de prix qualité, hein, vous avez eu le label Entreprise Croissance, le label Agir pour notre avenir. En fait, très tôt, la famille s'est mise dans le respect de l'environnement. Finalement, c'est une philosophie de l'entreprise d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est-à-dire, c'est pas seulement les produits que vous vendez, mais c'est aussi dès le premier travail de culture. On voit que chez vous, tout le respect de l'environnement est respecté, justement. Oui, effectivement, il y a vraiment toute cette démarche. L'entreprise, donc le laboratoire Sciences et Nature, a été créé en 1972. Donc, monsieur et madame Guilbault étaient vraiment des pionniers à l'époque, puisqu'on ne parlait vraiment pas beaucoup de bio. En 1983, ils ont créé la marque Centifolia, avec toujours ces fortes valeurs de respect de l'environnement. Mais dans la bio, il n'y a pas uniquement le respect de l'environnement, il y a aussi le respect de la personne. Et au sein de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent fortement. Il y a vraiment une solidarité entre les personnes. Entre les salariés, vous voulez dire? Un respect des salariés. Alors le bâtiment a été construit, tout notre univers de production a été construit de façon à respecter l'environnement, mais également de façon à ce que les conditions de travail soient les plus agréables possibles. Donc par exemple au niveau du bâtiment de production et de conditionnement, les bâtiments ont été faits de façon à être les plus lumineux possible, pour ne pas avoir à travailler dans des conditions sombres. Vous êtes obligé d'allumer la lumière, par exemple. Voilà, alors quelles sont les gammes de produits les plus importantes qui marchent le mieux, on va dire, hein, dans tous vos produits? Alors parmi nos produits best-sellers, on a le gel moussant neutre, qui est depuis peu accompagné sur cette gamme neutre par une crème neutre. Donc ce sont des produits qu'on peut utiliser tels quels ou utiliser pour fabriquer ses cosmétiques à faire soi-même. Oui, parce que ça c'est un gros de votre marque, c'est-à-dire que sur votre site internet, on peut le faire do it yourself, on peut le faire soi-même. Donc vous proposez tous les produits, même les objets pour faire ses propres produits de beauté ou lavant même. Et donc on peut tout acheter chez vous, c'est bien ça? Effectivement, on peut acheter ingrédients, matériel, flaconnage également. Alors c'est une gamme effectivement que l'on propose, même si ça ne fait pas partie de notre cœur de métier. On propose le do-it-yourself dans cette logique aussi de transparence, puisque le consommateur, alors la cosmétique à faire soi-même, à la base, c'est des personnes qui souhaitent savoir ce que contient leur produit cosmétique. Donc, comme on est sur cette démarche de transparence au niveau de nos produits, on met en avant nos compositions produits. On propose via ce qu'on appelle Odyssée Nature de faire visiter notre site de fabrication, puisque ça c'est important aussi de montrer que voilà, on n'a rien à cacher. Donc ça va sur ça poursuit cet aspect de transparence, la cosmétique à faire soi-même. Même si ce n'est pas notre cœur de métier, puisqu'on a un laboratoire de recherche et développement avec des formulateurs et formulatrices dont c'est vraiment le métier de formuler. En cosmétique à faire soi-même, on ne va pas pouvoir avoir la même sensorialité produit qu'avec des produits qu'on fabrique en laboratoire. Donc on ne peut pas arriver au même résultat, même si on met tous les ingrédients qu'il faut, si on le fait soi-même, vous voulez nous dire? Oui, c'est très compliqué. On peut avoir des textures qui sont vraiment très sympas. Alors il y a aussi l'aspect sécurité sur les cosmétiques à faire soi-même qui est important de rappeler, puisqu'on ne s'improvise pas chimiste, donc il y a des règles à respecter. Au niveau de la conservation, les produits ne vont pas se conserver de la même façon que sur des produits finis qui sont travaillés par des formulateurs. Donc on ne peut pas avoir le même résultat non plus. Il faut peut-être... Alors on peut, il y a des choses qui sont très efficaces, des actifs dont l'efficacité a été démontrée, donc intégrés dans des produits qu'on fabrique soi-même, on peut retrouver la même efficacité. Disons que le cosmétique à faire soi-même, l'intérêt c'est vraiment de savoir ce qu'on a dans le produit. Les personnes qui sont intolérantes à tel ou tel ingrédient vont pouvoir maîtriser complètement leur produit. C'est économique aussi, c'est l'intérêt de pouvoir fabriquer ces cosmétiques, puisqu'il suffit de peu d'ingrédients pour obtenir une jolie formule. Alors la
marque Santifiolia, elle appartient à la société Science et Nature, hein, c'est la société qui gère tout ça. Quelle est la stratégie pour les mois ou l'année à venir? Alors, en termes de stratégie, petit rappel, laboratoire Science et Nature, on a plusieurs marques au niveau du laboratoire. Donc, la marque Body Nature, qui est vendue en vente à domicile. On fait de la fabrication à façon et on propose la marque donc Santifolia. Donc, Santifolia, on est distribué en magasin biologique spécialisé. On est distribué sur notre site internet, santifoliabio.fr. Donc, on peut acheter tous les produits sur le site. Oui, effectivement. Et alors, au niveau stratégie, on commence à ouvrir notre circuit de distribution à la pharmacie. Voilà. Puisqu'on a de plus en plus de demandes de produits en pharmacie. Voilà, les pharmaciens commencent à se mettre aux produits bio et vous demandent de pouvoir référencer vos produits. Oui, nous serons d'ailleurs présents sur le salon Pharmagora qui aura lieu les 30 et 31 mars prochains, justement pour présenter nos produits à cette profession. Bah là, en Val d'Oise, va avoir lieu le 6 et 7 février, le salon Comet. Je pense que vous savez ce que c'est, puisqu'il y a le pôle de la cosmétique. Le pôle de compétitivité de la cosmétique sera avec nous, d'ailleurs, le 7 février en studio. Alors, au niveau... autre question par rapport à tout ce qui est justement la tendance des produits bio et d'utiliser le moins de conservateurs et de produits chimiques, finalement. Qu'est-ce que vous pensez des applications que l'on trouve en ce moment comme Yuka, je vais en citer quelques-unes, Incy Beauty, Quel Cosmétique, qui nous permettent avec son smartphone de scanner les étiquettes de produits alimentaires et autres, et de produits de cosmétiques. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose, ces applications ? Alors, je dirais que ces applications répondent à un besoin de transparence du consommateur. Après, c'est aussi... Alors, il y a des avantages et des inconvénients sur ces applications, puisque effectivement, grâce à ces applications, on a accès à la liste des ingrédients qui parfois peut paraître un petit peu obscur. Donc on a un décryptage de la liste des ingrédients cosmétiques. Par contre, la façon dont les ingrédients sont notés reste opaque. Chaque application a son système de notation. Et il y a encore des améliorations, je pense, à faire. Alors ces applications peuvent aussi être anxiogènes. Et je pense qu'il faut aussi que le consommateur, il ne faut pas non plus se fier complètement à ces applications et être capable de garder un certain recul par rapport à ce qui est mis en avant sur ces applications. Oui, parce qu'il y a des mots latins de produits qu'on ne connaît pas, nous qui sommes néophytes, et donc on peut se faire des illusions. Enfin... Oui, et surtout les critères de notation, par exemple en cosmétique biologique, dès lors que l'on a du parfum dans la formule, on a forcément des allergènes étiquetables qui apparaissent. Donc tout ce qui est linalol, limonène, citronellol, ce sont des composés, ce qu'on appelle des métabolites secondaires, donc, qui dérivent des huiles essentielles, qui sont présents en quantité infinitésimale, mais légalement nous sommes obligés de les notifier sur la listing key. Et ces allergènes sont systématiquement mal notés. Donc, un produit cosmétique bio avec du parfum aura forcément des ingrédients qui seront mal notés, alors qu'un parfum synthétique, avec du muscle synthétique, étant donné que ce ne sera pas étiquetable, n'aura pas forcément de mauvaise notation. Donc, en fait, on ne peut pas repérer si les produits sont synthétiques ou naturels, finalement, avec ces applications. Alors, ça va être difficile. Sur la listing key, le parfum, légalement, le parfum n'est pas... c'est quelque chose de secret. Donc, sur la listing key, un parfum va être noté parfum, qu'il soit synthétique ou biologique. Ouais, ça, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas repérer. Enfin, je ne sais pas, c'est mon sentiment. Après, quand on achète un produit qui est certifié Cosme Bio, par exemple, on sait que le parfum est systématiquement d'origine naturelle, à base d'huile essentielle ou d'hydrolat. Donc, il faut tout mélanger, les labels et les applis, et bien vérifier tout. Merci beaucoup pour ce petit conseil, Anna Grandjean. On va faire une pause musicale, si vous voulez bien, et on revient avec vous dans quelques secondes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Est-ce que vous avez quelque chose à suggérer? Est-ce que moi j'aimerais bien que vous nous donniez quelques petits conseils quand même. Je sais pas, pour les cheveux, pour les hommes. Tiens, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui à côté de nous. Il y a des femmes. Tu vois, qu'est-ce que... Voilà. Et ça serait bien qu'on finisse sur, je sais pas, soit des produits qui vont sortir,
Sur la gamme à éclat de loutre, Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme produit à conseiller pour les hommes et pour les femmes, par exemple? Hein, ça serait peut-être bien qu'on finisse là-dessus, puis après on va passer la parole à nos start-upers. Bah oui. Ah, ça j'adore, c'est The Pirouette. Il faut qu'on baisse parce qu'on va se faire engueuler par contre. Ah bon, d'accord. Pierre, vous êtes trop grand. Non mais ça va, je vous ai pas marché sur le piège, c'était juste le bout de la chaussure. Comment? Non, ça va aller. Est-ce que vous voulez lui poser des questions, peut-être, messieurs? Ah oui. Bah oui. Bah, vous pouvez... D'accord, je vous passe la... Bah, qu'est-ce que vous voulez lui demander? Et bien, en fait, nous on fait de la récupération, enfin je vous expliquerai pas ce qu'on fait, mais Oui. il y a des fruits et légumes, surtout notamment des légumes qui sont en fin de vie. Et ces légumes-là, plutôt que de les jeter, parce que Ah bah tiens, bonne question. Est-ce que dans les légumes, on peut faire des produits cosmétiques avec des légumes? Eh bien, je peux Hein, vous dire, vous pouvez lui demander? elle va me dire que oui, mais je vais lui poser la question quand même. Oui, d'accord, posez-lui la parce qu'on question. peut faire quelque chose avec les betteraves, les concombres, les avocats. D'accord. Parce qu'on les utilise aussi. Ah bah oui, c'est vrai, Et l'avocat. c'est les écoles qui les utilisent. Enfin, je D'accord. vous explique après tout ça, avec la récupération. Mais je vais lui poser la question. Voilà, pour conclure, ça va être ça. Il va vous poser une question et puis vous allez nous donner des petits conseils avec les nouveaux produits à la rose. On y retourne, Philippe? Parce qu'il faut qu'on y retourne là, parce que ça, vous allez... Voilà, c'était The Pirouette avec l'escalier. J'adore ces nouvelles chansons françaises. Nous sommes toujours en compagnie de Grégoire Dublineau, maire d'Aubonne, d'Anna Grandjean, responsable commercial et marketing de Santifolia, et puis nos deux start-upers, Victor Dupellou et Hakim Kounchef. Alors justement, Hakim, vous avez une question à poser à Anna Grandjean. Allons-y. Oui, bonjour à tous. Anna, oui, j'ai une petite question qui est plutôt sympathique. Nous récupérons des légumes et des fruits. Nous avons par exemple des betteraves, nous avons des avocats et nous avons des concombres. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Voilà ce que je voulais demander. Est-ce qu'en cosmétique, on peut utiliser ces trois produits Alors, en cosmétique à faire soi-même, par exemple, on peut utiliser l'avocat, se faire un masque à l'avocat. Alors après, donc ça c'est en cosmétique à faire soi-même. Par contre, utiliser par exemple en récupération des produits sur des formules que nous-mêmes fabriquons, c'est plus compliqué puisqu'on travaille avec des extraits végétaux qui sont titrés. Donc un extrait végétal titré, c'est un extrait végétal sur lequel on a fait ce qu'on appelle une chromatographie pour définir, pour prouver la présence de molécules efficaces. Voilà, et puis pour que ce soit tout en sécurité pour nous, l'utilisateur. Oui, effectivement. Après, on peut très bien se faire un masque à l'avocat, à la banane aussi. Ah oui. Voilà, On peut se mettre ces fruits ou ces légumes directement sur la peau en les écrasant, tout simplement. Oui, oui. Bon, merci pour le petit conseil. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner d'autre comme conseil, Anna Grandjean? Alors, notamment avec votre nouveau produit à la rose, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Alors sur les produits à la rose, donc on a une gamme actuellement de deux produits, un fluide léger et une crème riche. Et on va bientôt lancer une gelée d'huile démaquillante ainsi qu'un sérum. Donc au niveau de l'utilisation de ces produits, je vais vous donner le rituel d'utilisation. Déjà, il faut commencer par nettoyer sa peau, donc avec la gelée d'huile démaquillante. Le démaquillage. Donc ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Voilà, pour les hommes comme pour les femmes. C'est important, surtout le soir, de détoxifier sa peau, puisqu'on est exposé quand même à des particules de pollution. Même qu'on se maquille ou qu'on ne se maquille pas, c'est vraiment important. Donc les hommes aussi, s'il vous plaît, messieurs. Les hommes aussi, ça fera plaisir à vos compagnes. Vos compagnons. Ensuite, on applique le sérum et ensuite le fluide léger ou la crème riche en fonction de son type de peau. Donc la crème riche va s'adresser aux peaux normales à sèche et le fluide léger aux peaux normales à mixte. Voilà, merci beaucoup pour ce conseil de beauté, Anna Grandjean. Les hommes peuvent faire la même chose que nous. Voilà, exactement. Est-ce que leur peau est différente? Alors la peau des hommes est légèrement différente effectivement de la peau des femmes puisque l'épiderme est plus épais. Donc c'est une peau qui va vieillir moins rapidement que la peau voilà. des femmes. Malgré tout, il faut quand même en prendre soin, bien l'hydrater. Voilà, c'est une peau qui est beaucoup plus épaisse que la peau des femmes. J'ai une petite question. Hakim. Les peaux de différentes couleurs, c'est différent aussi, est-ce que la couleur de peau change la nature de la peau? Voilà la question de... Pas forcément, en fait, la couleur de la peau, c'est dû au mélanocyte, donc c'est une présence plus ou moins importante de pigments dans la peau.
Après, on peut avoir une peau très blanche et très fine, ou une peau très blanche et très grasse, une peau plus foncée, grasse, ou voilà, c'est pas... Oui, c'est peut-être plus l'air du pays où on vit qui va modifier, je pense, la peau et qui fait que les crèmes sont différentes dans la texture. Allez, tout de suite, on va passer la parole à nos start-upers. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons deux jeunes personnes pour nous parler des projets, car ils ont gagné, ils font partie des gagnants du concours des talents des cités. Donc on va tout de suite commencer avec Victor Dupellou. Victor, je rappelle que vous êtes architecte à la base et votre projet, vous avez été récompensé pour La Planche. C'est un tiers-lieu. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu et puis après comment vous avez eu ce projet et ce que vous allez faire. Oui, bonjour, merci. En effet, donc un tiers-lieu, c'est vrai que c'est un mot un peu qui peut paraître un peu barbare, mais qui commence de plus en plus à être employé, puisque ça définit en fait tous les nouveaux lieux de travail mutualisés. Donc ça peut être ce qu'on appelle un Fab Lab, un makerspace, un espace de coworking. En fait, tout ça, c'est des mots qui nous viennent souvent des États-Unis, donc c'est pour ça qu'on les retrouve en anglais, mais en fait, si on simplifie, c'est des ateliers partagés, des espaces partagés, voilà. Des espaces de travail partagés, et qui sont souvent un peu entre un espace de vie et un espace de travail. Donc, parce que l'idée, c'est dans un tiers-lieu, on vient travailler, mais on vient aussi faire des rencontres, voilà, donc c'est alors, votre projet, vous, La Planche, c'est un espace de coworking, on va dire ça comme ça, pour faire un atelier de bois partagé. Alors, voilà. Pourquoi? Et à Bordeaux, en plus. Voilà, exactement. Nous, on s'implante donc dans le quartier Saint-Michel, qui est un des derniers quartiers populaires du centre-ville de Bordeaux. Et donc, La Planche, c'est un lieu dédié aux matériaux bois, dans lequel on va trouver un atelier entièrement équipé de machines pour travailler le bois, donc à destination d'artisans, de concepteurs et du grand public. Il va y avoir des cours aussi, donc de transmission de savoir-faire sur apprendre à faire des objets en bois, une technique en particulier dans le travail du bois, et un espace de coworking dans des bureaux partagés pour les métiers de la conception, donc les architectes, les designers. Donc voilà, avec le double enjeu, c'est d'un côté rassembler les métiers de la conception, donc ceux qui dessinent et ceux qui fabriquent, et les métiers de l'artisanat, dans un seul et même lieu, puisqu'on a énormément de choses à faire. On mutualise un espace de travail, mais aussi des compétences. Et enfin, ouvrir cet atelier, ouvrir cet espace de travail au grand public, pour faire rentrer le grand public dans des ateliers, se rendre compte comment les choses sont faites, quel bois on utilise, quelle essence de bois on va utiliser pour tel ou tel objet, et puis voilà, dans le même temps, un peu changer notre manière de consommer. On parlait de faire soi-même juste avant, c'est dans la même idée aussi, fabriquer soi-même les objets du quotidien, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et puis en même temps, vous disiez qu'il y a un retour vers le travail manuel. Oui, je pense qu'aujourd'hui, à plusieurs échelles, quand on entend parler du do-it-yourself, du faire soi-même dont on vient de parler, qui est, je pense, plus qu'une simple tendance. C'est simplement, je pense que aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui se sont virtualisés. Enfin, on est souvent quasiment tout le temps derrière un ordinateur pour énormément de métiers, et je pense qu'il y a un besoin en fait, de la part du grand public de retourner vers des choses un peu plus concrètes. Et puis de consommer autrement, j'imagine. De consommer autrement, justement, d'apprendre à comment le coût des choses, le temps de fabrication des choses. Et aussi du point de vue professionnel, il y a énormément de gens qui se reconvertissent, des gens qui ont eu peut-être des longues études et qui, après avoir travaillé quelques années dans des agences ou des grandes sociétés, se retournent vers des métiers de l'artisanat. Alors du coup, là, vous allez proposer des services comment? À l'heure? Comment ça se passe au niveau de votre business plan pour financer, pour essayer de rentabiliser ce projet, puisque c'est quand même une SARL que vous montez? Oui, c'est donc une SARL de l'économie sociale et solidaire. Donc ça aussi, c'est un peu une nouveauté. On a longuement réfléchi au statut de notre entreprise, et on a utilisé l'ouverture de l'économie sociale et solidaire aux sociétés commerciales depuis la loi Hamon en 2014, qui permet justement de créer une entreprise commerciale, mais avec dedans les statuts de l'économie sociale et solidaire, donc gouvernance démocratique, lucrativité limitée et utilité sociale. Donc
Donc voilà, il y a ce double enjeu à la fois de créer un modèle économique viable. Donc le modèle économique, il est assez simple, c'est de la location à l'heure de l'atelier, de la location au mois des bureaux partagés et des cours, donc voilà, la destination du grand public. Mais on a pour vocation aussi de mettre à disposition l'espace à des associations locales, donc par exemple l'outil en main, qui est une association nationale qui permet de mettre en relation des artisans à la retraite avec des enfants qui veulent apprendre les métiers manuels. Donc c'est en même temps une transmission du savoir-faire. Voilà, exactement. Et puis on essaye un peu comment dire, de ne pas se cantonner au... Voilà, il y a d'un côté les associations qui font un travail sur le lien social, la solidarité, et de l'autre des entreprises qui font Donc là, pour financer votre projet, comment vous faites? C'est du financement personnel pour le moment, ou vous allez chercher des investisseurs? Donc le financement du projet, il est multiple. Il y a un peu de fonds propres de notre part qu'on a mis de côté, puisqu'on a tous les deux, donc mon associé Clément qui est ingénieur et menuisier, on a mis de côté pendant qu'on travaillait juste avant de créer cette entreprise. Et ensuite on est soutenu par la région de Nouvelle-Aquitaine, par Bordeaux Métropole. Donc voilà, et on est aussi accompagné par France Active Aquitaine, donc sur la garantie bancaire. Merci beaucoup en tout cas pour ce projet. Alors si on veut vous contacter, comment on fait, Victor Pupelou? Pour l'instant, le site internet est en construction, mais on a une page Facebook qui est assez active. Donc il faut aller sur la planche directement. Donc si vous voulez apprendre à travailler le bois ou bien bénéficier d'un espace de coworking, eh bien contactez la planche. Autre talent récompensé hier soir, donc je rappelle que c'est le concours Talent des Cités dont les remises de trophées avaient lieu à Radio France d'ailleurs. C'est Hakim Kounchef. Alors votre projet, vous, c'est les cuisiniers solidaires à Vannes. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez avec votre association. Bonjour à tous et à toutes. Alors là, je viens de voir qu'on a un maire, on a une entreprise de cosmétiques, on a des personnes qui font du lien social, et bien on regroupe tout ça à travers la cuisine. Qu'est-ce que c'est que la cuisine solidaire? La cuisine solidaire, c'est faire la cuisine ensemble. On a bien fait la cuisine, vous aimez bien tous faire la cuisine, du moins je l'espère. Ce qui est intéressant quand vous avez des invités, c'est de faire ensemble. C'est-à-dire qu'on prépare ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de préparer le repas, mais ensemble. Et puis après, on va partager le repas. Que de venir les pieds sous la table, bon, c'est bien aussi, mais bon, c'est bien, c'est plus convivial. Donc ce que vous voulez nous dire, c'est que les Français, quel que soit l'âge, sont un peu flemmards à la cuisine. Non, je dis ils aiment bien partager, ils aiment bien faire la cuisine, mais non, au contraire, c'est parce qu'on a besoin de convivialité, on a besoin justement d'être ensemble. Les cuisiniers solidaires, en fait, c'est pas compliqué, c'est plutôt que de gaspiller, on récupère des denrées, notamment des légumes et des fruits, et on en fait la cuisine ensemble. Alors où est-ce qu'on récupère les légumes et les fruits? Et bien on le récupère avec la banque alimentaire, en fin de semaine, et bien ça passera par le week-end, les légumes, avec les producteurs locaux qui sont en surproduction, avec des magasins, avec des particuliers qui parfois ont des vergers et donc ils ne savent pas quoi en faire. Et bien ensemble, on les récupère et ensemble on fait la cuisine. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes ne savent pas faire la cuisine, qu'ils n'ont rien, qu'ils soient avocats ou qu'ils soient maires ou qu'ils soient médecins ou qu'ils soient voilà, eh bien c'est ensemble qu'on fait la cuisine. On met le tablier vert. Là, je suis en tenue et tout le monde est en tenue. C'est vrai, vous êtes en tenue, il faut que j'explique. C'est une jolie couleur vert-jaune. Ben oui. Vous avez même votre toque de chef cuisinier. Tout le temps, parce que c'est mon métier déjà, je suis chef de cuisine. Et alors, ce sont des ateliers qui se font dans les quartiers. Donc, c'est tous les jours vous proposez ou c'est comment on les rencontre? Plusieurs fois par semaine. Mais c'est variable parce qu'on a trois aspects. La première, c'est créer du lien, c'est faire ensemble. On fait ça dans les quartiers, on fait ça dans les communes, on fait ça dans les marchés bio, avec des producteurs qui nous donnent par exemple leurs fruits. Je vais vous donner un exemple. Cet été, ce qu'on a fait, on a reçu des fruits et la commune a donné l'information dans leur bulletin municipal disant que les cuisinières étaient là, qui récupéraient des fruits qui étaient donnés par les commerçants, et les personnes sont venues avec un pot vide, on a fait une confiture, ils sont partis avec une confiture chaude chez eux. Voilà, mais c'est eux qui ont fait. On fait ensemble, c'est ça. Et nous, on est là
les cuisiniers, enfin, certains professionnels, on est là pour donner des conseils. Ça, c'est plus important. Parce qu'il y a une traçabilité, il y a l'hygiène, il faut tenir compte de Bien ça. sûr. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la prévention. La prévention, c'est très, très important. On va dans les écoles, et puis là, on a fait une fiche pédagogique avec des parents d'élèves, des élèves, des enseignants, mais des bénévoles. Alors, quand on dit des bénévoles, c'est qui les bénévoles? Ce sont des personnes seules, ce sont des personnes à la retraite, ce sont des personnes qui adorent faire la cuisine, ce sont des personnes qui aiment bien montrer ce qu'elles font. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'elles vont dans les écoles, et notamment les CM1, CM2. D'ailleurs, avec Vannes Agglomération, nous avons passé un partenariat, on a fait une convention, on a 30 écoles à faire pour cette année. Donc vous allez dans les écoles pour faire la Voilà. cuisine avec les enfants. Voilà, c'est-à-dire que c'est les enfants qui font. Alors, c'est des petits ateliers, hein, attention, mais en fonction de ce qu'on a récupéré. Ah, c'est une bonne idée. Ah bah, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour la diffuser, justement. Et ça, c'est la deuxième chose. On a un troisième aspect, ça va peut-être vous intéresser, RSE. Qu'est-ce que c'est le RSE? Responsabilité sociétale et environnement des entreprises. Alors, je vais dire une chose, on n'est pas des traiteurs, nous ne sommes pas des traiteurs. On intervient dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises? En fonction de ce qu'on a récupéré, on va prévoir un repas. Si c'est une nagée, on va préparer le repas. Mais la particularité, c'est avec tout le monde. C'est-à-dire qu'avec les employés, les salariés, enfin... vous mettez au fourneau donc tous les salariés de l'entreprise. Toujours le même système, et tout le monde a son tablier, et voilà, et ça crée du lien au sein de l'entreprise. On parle de cohésion. Donc, Hakim Kounchef, vous appelez ça les cuisiniers solidaires. Alors, pour l'instant, vous êtes à Vannes. Mais ça veut dire que, quel que soit l'endroit où on se trouve en France, si on veut vous faire venir, on vous appelle et vous venez? Comment peut-on faire? Depuis 2015, nous avons créé l'association de 2015, 500 personnes ont adhéré. 60 personnes au Sénégal, il y a un cuisinier solidaire au Sénégal maintenant. Ce sont aussi des chefs qui ont repris. Bientôt en Tunisie aussi. Si on est capable de le faire à Ménilor, à Vannes, on est capable de le faire à Marseille, on est capable de le faire à Paris, parce que le gaspillage ne s'arrête pas uniquement à Vannes. Bien sûr. Il y en a partout. Des banques alimentaires, il y en a partout. Des producteurs locaux, il y en a partout. Des magasins, il y en a partout. Et puis des gens qui ne savent pas quoi en faire, parce que plutôt que de jeter, il vaut mieux donner. Voilà, on n'a qu'une seule planète. C'est vraiment très important. Vous avez vu ce qui se passe sur notre planète, il va falloir changer les méthodes. On est plus, nous, à protéines végétales qu'animales. Hein, je crois qu'on a mangé beaucoup de viande maintenant, il va falloir... Voilà, et puis en même temps, sur tout le monde. Aussi bien bouddhistes, musulmans, catholiques, voilà, tout le monde. Ça, c'est plus important. Donc, voilà, partout... La cuisine n'a pas de religion, de toute façon. Non, on n'a pas de religion, tout le monde aime bien manger, et tout le monde aime bien partager. Les Français particulièrement, oui, ils aiment bien manger. C'est quand même un joli moment partagé ensemble que d'être autour d'une table. Et c'est ça que vous mettez en avant. Le message, c'est qu'on peut le faire partout, partout, partout. Et on a besoin, bien sûr, des entreprises, parce que là, ces entreprises sont des mécènes pour nous. Alors, qui on a un souhait à vous souhaiter pour le futur de votre jeune entreprise? Qu'est-ce qu'il faut que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez cette année? Alors, d'abord, on n'est pas une entreprise. Pour l'instant, on est en une association. On va créer des emplois. Les emplois, c'est zéro territoire, zéro chômeur. C'est des personnes qui ont des petites retraites. C'est avec eux qu'on va créer des emplois. Voilà, il faut penser à tout le monde. Et une dernière chose, enfin deux choses. La première économie, on parle de pouvoir d'achat, c'est d'éviter de gaspiller. Déjà là, on devient plus riche. Déjà, on commence par ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter? Eh bien, que le message soit passé, on peut le faire partout. Rejoignez le mouvement, c'est ce que je vous ai donné comme plaquette. Rejoignez le mouvement, vous regardez Les Cuisiniers Solidaires. Nous avons un site, page Facebook, et puis un site internet. Voilà, donc vous faites appel aux seniors qui voudraient bien venir dans votre association pour vous aider à prêcher cette bonne nouvelle, que ce soit dans les écoles ou dans des sociétés. Donc tous ceux qui sont disponibles et qui sont dans la région de Vannes peuvent venir... ça peut être de Vannes, de Brest, de Paris, de partout, parce qu'à partir du moment où on adhère aux cuisiniers solidaires, on aura... on devient ambassadeur de l'association. Absolument, absolument, on devient ambassadeur, parce que comme je vous dis, si on le fait au Sénégal, si on le fait à Ménilor, si on le fait à Brest, si on le fait à Paris, on peut le faire partout. Voilà, donc on fait un appel à des futurs ambassadeurs. Voilà, donc pour les cuisines solidaires, comment est-ce qu'on peut vous joindre donc? Sur le site, www, on a un site, on a une page internet, on a YouTube, les cuisiniers solidaires, on a tous les médias qui possibles et imaginables. Vous nous trouverez très 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 facilement. Voilà. Donc les communes peuvent aussi signer des contrats avec vous. Alors, ça aussi on peut faire. Un contrat avec la ville de Vannes, ça marche très 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 bien et on peut le faire partout. Je veux dire, l'exemple qu'on a donné, c'est à partir du moment où il y a une cuisine centrale quelque part, finalement. Non, on peut se déplacer. C'est des cuisines mobiles. Ah, vous venez avec vos propres produits, vos propres outils, je veux dire. On le fait dans les quartiers, on le fait dans les appartements.
on le fait dans des, comme je vous expliquais, dans les marchés, on le fait partout en fait. Hein. C'est quelque chose de mobile, c'est quelque chose de très simple. On n'a pas forcément besoin de grand matériel pour le faire. Ça ne coûte pas énormément d'argent, mais c'est quelque chose qui rassemble les gens. Et les gens, ils adorent ça en fait. Hein. Et je veux vous dire, c'est pas vraiment compliqué. Le concept est tellement simple. Nous, on a mis un nom dessus en fait. Et c'est tellement simple que tout le monde le fait en fait. Plus ou moins, tout le monde le fait. Après, il faut accompagner parce qu'il y a des règles d'hygiène. Je l'ai dit encore, je le répète encore. Il faut faire attention à tout ça, aux règles d'hygiène. Mais là, on est là pour ça. Après, il y a une charte à signer parce que quand on récupère, c'est pas pour vendre. Toutes nos actions sont bénévoles et sont gratuites. Hein. C'est très important de le dire. Voilà. Alors, on va faire une toute petite pause musicale avant de conclure notre émission. Merci beaucoup en tout cas pour cette bonne idée, les cuisiniers solidaires. Merci. Grégoire Dubineau, vous voulez conclure? Bah, on va laisser une minute peut-être pour conclure à Grégoire Dubineau. Donc on fait un extrait d'1 minute. Ça vous va? Ça va? Vous avez dit tout ce que vous vouliez ou bien il y a autre chose que vous vouliez nous dire? Je pars, après, j'en ai pas besoin. Bah, après, ça va être des recettes. Non, il y a d'autres concepts parce qu'après, dedans, il y a d'autres concepts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme concept? En fait, on a parlé des entreprises, mais il faut dire ce qu'on fait dans les entreprises, c'est plutôt important de ce qu'il y a dans les entreprises, parce que les entreprises, en fait, il y a deux concepts. Il y a, quand ils font, par exemple, dans les entreprises, quand ils ont 200, 300 personnes, eh bien, c'est les ateliers cuisine. Au moment du repas, c'est là qu'on intervient. Ça, c'est quelque chose où c'est pas mal. Et puis après, il y a aussi le repas, comme on dit, mais qui est prévu bien avant, parce qu'il y a un quiz qui sort. On a prévu un quiz pour vous expliquer ce que c'est que le gaspillage, comment on peut éviter, avec des recettes, mais on le donne bien avant. Comme ça, parce que les personnes qui sont dans l'entreprise, il y en a très peu qui le savent, et c'est une surprise dans l'entreprise en même temps. Ça étonne, et c'est surprenant. Et quand il y a on l'a fait même dans une banque. Dans une carrément, une banque s'est ouverte à nous, et on l'a fait dans une banque. C'est dommage que ce n'était pas la Banque de France, parce que là, allez, on y retourne parce qu'il nous reste que 2 minutes d'antenne. Voilà, c'était Gauvin Cers avec ses oubliés. Notre émission va bientôt s'achever. Grégoire Dubineau, vous êtes maire d'Aubonne. Peut-être on peut vous passer la parole pour un petit mot de conclusion. Oui, vouloir terminer cette émission est un petit peu compliqué. Ce que j'en retiens simplement, c'est que vous avez su, autour de cette matinée, fédérer donc différents acteurs et nous montrer à l'ensemble de celles et ceux qui nous écoutent, montrer combien il y a en France de la volonté, de l'audace, du dynamisme, de l'enthousiasme, des porteurs de projets, des créateurs de projets. Et je crois qu'à travers la gastronomie, à travers les produits que tu as présentés, à travers la volonté aussi de faire des espaces de travail en commun, on a vraiment envie de se fédérer et surtout on voit qu'il se développe, il se dégage une formidable énergie dans ce pays et qu'il nous appartient toutes et tous de pouvoir l'amplifier, la dynamiser parce que la France n'est belle que des hommes et des femmes qui la composent et c'est certainement cela qu'il nous faut mettre en avant. Et le bar de l'économie nous le permet de le voir. L'économie au sens large, c'est une économie qui est fondamentalement tournée vers les hommes et les femmes. Voilà, c'est ça le bar de l'économie tous les matins, donc plein d'idées. Et la France, effectivement, vous avez raison, Grégoire Dubineau, elle a plein d'idées. On a plein de porteurs de projets. C'est ça qu'on essaye de mettre en avant dans notre émission. En tout cas, notre émission s'achève aujourd'hui. On va vous retrouver dès lundi. En attendant, on va vous souhaiter un très beau week-end et puis surtout remercier tous nos intervenants d'aujourd'hui pour leur présence en studio. Et puis vous remerciez vous aussi les auditeurs parce que sans vous, eh bien, on n'existerait pas. À bientôt et bon week-end. Merci.